Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 24 octobre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Le président de la République est arrivé ce matin en Israël pour apporter son soutien à l'État hébreu après les attaques terroristes du Hamas. La demande d'une trêve humanitaire pour la population de Gaza est prévue au programme de la journée. Et l'avocat de la mère et de l'une des sœurs de Mohamed Mogouchkov, l'auteur de l'attentat d'Arras, a parlé en leur nom lors d'une déclaration publique. L'avocat leur a conseillé de se porter partie civile. La mère se dit honteuse et la sœur se dit horrifiée. Cette dernière a dit qu'elle connaissait Dominique Bernard et a déclaré qu'à la maison, Mohamed Mogouchkov était violent avec elle. Et 2 personnes domiciliées en région parisienne ont été mises en examen et placées en détention provisoire en France. Elles sont soupçonnées d'avoir un lien avec l'attentat perpétré à Bruxelles le 16 octobre dernier. Les enquêtes sont toujours en cours. Et depuis l'attaque du Hamas, la France a signalé 588 cas d'antisémitisme, ce qui a conduit à l'interpellation de 336 personnes, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Il affirme que la détermination du gouvernement est totale pour lutter contre cette montée de l'antisémitisme. Et la France insoumise est en désaccord avec la position du gouvernement, et ce, depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Des responsables LFI ont condamné le déplacement de la présidente de l'Assemblée nationale en Israël. Il déclare que ce voyage encourage le massacre des populations palestiniennes. La France insoumise est sous le feu des critiques du reste de la sphère politique pour avoir, entre autres, refusé de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et la ministre déléguée au PME et au commerce, Olivia Grégoire, souhaite que d'ici 2026, tous les plats non faits maison soient signalés sur les cartes des restaurants en France. Cette mesure vise à apporter plus de transparence aux consommateurs tout en valorisant les restaurants qui mettent réellement en œuvre leurs compétences culinaires. Un débat parlementaire est prévu pour définir les modalités de ce nouveau label. L'objectif est de fournir des mécanismes de contrôle afin d'assurer la crédibilité de cette indication. Et on passe tout de suite la parole à Anthony qui va nous parler de l'aide humanitaire. Anthony, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle fois la situation dans la bande de Gaza. Sur place, l'armée israélienne continue ses frappes chirurgicales. Elle dit avoir frappé plus de 320 cibles militaires dans la nuit de dimanche à lundi, parmi lesquelles des tunnels et des centres de commandement du Hamas. Pendant ce temps-là, le bilan dressé par le ministère de la Santé du Hamas fait craindre une véritable catastrophe. Si l'on en croit les chiffres du Hamas, depuis le début du conflit, plus de 4700 Palestiniens auraient trouvé la mort. Pour éviter davantage de dommages collatéraux, les livraisons d'aide humanitaire par l'Égypte ont commencé samedi, et bien qu'un 3e convoi ait récemment réussi à entrer dans Gaza, la situation est telle que l'aide humanitaire peine à se frayer un chemin. Pour y remédier, ce lundi, les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont réunis à Luxembourg pour discuter autour des crises au Moyen-Orient et en Ukraine, et notamment d'une proposition de pause humanitaire pour pouvoir acheminer de l'aide à Gaza. Regardez. Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, s'est joint aux appels lancés lundi 23 octobre en faveur d'une pause dans le conflit entre Israël et les militants palestiniens du Hamas, afin de permettre l'acheminement de davantage d'aide à Gaza. Les attaques de missiles, de roquettes du Hamas de Gaza doivent cesser. Les otages, les personnes qui ont été kidnappées, doivent être libérées. Évidemment, cela fait partie de toute démarche de désescalade. Et nous devons commencer à réfléchir à la manière de relancer le processus politique. Mais la priorité à l'heure actuelle est de faire en sorte que l'aide humanitaire parvienne à Gaza. Nous soutenons fermement Israël parce qu'ils ont enduré l'une des plus grandes attaques contre le peuple juif et qu'il faut la condamner fermement. Et nous le faisons. Mais nous devons également tenir compte des Palestiniens innocents qui sont tués.
Ils sont également victimes du Hamas. Nous devons donc nous préoccuper de la même manière de tous les civils tués. La ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a averti lundi 23 octobre qu'une poursuite du terrorisme de la part du Hamas rendait impossible de contenir la catastrophe humanitaire dans la bande côtière. Baerbock a réitéré la position de longue date de l'Union européenne selon laquelle seule une solution entre les deux États pourrait conduire à la paix et à la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens. Les dirigeants de l'Union européenne appelleront cette semaine à une pause humanitaire dans la guerre entre Israël et le Hamas. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, environ 1,4 million des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont désormais déplacés à l'intérieur de leur propre pays, beaucoup cherchant refuge dans des abris d'urgence surpeuplés de l'ONU. Le montant de l'aide parvenant actuellement à Gaza est considéré comme une goutte d'eau dans l'océan par rapport aux besoins humanitaires dans la bande. D'après certains responsables de l'ONU, une centaine de camions seraient nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins essentiels des Gazaouis. Aussi, les Nations Unies ont prévenu que les civils n'avaient plus d'endroit où s'abriter et que les stocks de nourriture, d'eau et de carburant s'épuisaient. Dans ces conditions, des pauses humanitaires s'avèrent indispensables. Mais le risque que la guerre entre Israël et le Hamas ne dégénère en un conflit plus large au Moyen-Orient s'est accru au cours du week-end. De leur côté, les troupes et les chars israéliens sont désormais massés à la frontière entre Israël et Gaza. Mais le moment où ils pourraient lancer une invasion terrestre visant à éradiquer le Hamas n'est pas clair. Et les États-Unis ont prévenu l'Iran et ses alliés tels que le Hezbollah. Pas question d'étendre le conflit. Si leurs intérêts ou ceux d'Israël sont menacés, ils interviendront. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. On reste dans la bande de Gaza pour s'intéresser au sort des otages retenus par le Hamas. 2 otages de femmes viennent d'être libérés par les terroristes alors que les appels à la trêve se multiplient. Joe Biden a déclaré que des discussions sur un cessez-le-feu ne pourront avoir lieu qu'après la libération de tous les otages. Et en Suisse, l'Union démocratique du centre a remporté haut la main les élections législatives, renforçant ainsi sa place de première formation politique du pays, avec 28,55% des voix. Ils ont fait campagne contre l'immigration de masse et, je cite, les dictates du genre. Les socialistes sont en 2e position et le centre en 3e. Les parlementaires désigneront les membres du gouvernement en décembre. Et aux États-Unis, une histoire assez folle. Un homme s'est introduit dans le cockpit d'un avion en vol et a tenté de désactiver les moteurs. Heureusement, l'équipage a pu maîtriser l'homme avant qu'il ne puisse causer des dommages. Il a été arrêté par la police de Portland et inculpé de nombreux chefs d'accusation. Et on passe sans plus attendre aux actualités sur la Chine. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. Des nouvelles de Chine continentale aujourd'hui. Ye Zhong, un homme originaire de la ville de Fuzhou dans le sud-est du pays, est mort en garde à vue. Sa femme a également disparu quelques jours après son arrestation le mois dernier. Un responsable local a déclaré que Ye était mort d'une crise cardiaque. Mais selon ses amis proches, Ye a subi de graves tortures pendant sa garde à vue. La maison de Ye a été démolie de force par les autorités locales il y a 9 ans. Depuis lors, il s'est rendu à plusieurs reprises dans des bureaux de pétition pour demander justice. Les pétitionnaires sont souvent réprimés par les autorités. La démolition forcée est une pratique courante en Chine. Sous la législation chinoise, les propriétaires ne possèdent pas réellement le terrain sur lequel se trouve leur maison. Ils louent le terrain à la Chine pour une période de plusieurs décennies en général. Les autorités peuvent décider de reprendre les droits sur un terrain afin de les vendre ou de le développer pour des projets plus rentables. Les habitants ne reçoivent généralement que peu ou pas de compensation. Toujours en Chine continentale, l'épouse de l'éminent activiste juridique chinois Hao Jinsong a envoyé une lettre ouverte à de hautes autorités du régime. Elle y affirme que son mari a été torturé par la police pendant sa détention. Le travail de Hao dans la défense des droits des citoyens lui a valu de multiples récompenses et une couverture favorable de la part des médias d'État chinois il y a plus de 10 ans. Mais au début de cette année, il a été condamné à une peine de 9 ans de prison pour ce que Pékin appelle avoir provoqué des querelles et des troubles, un chef d'accusation souvent utilisé pour faire taire les dissidents.
Je vous le répète pour que vous vous rendiez bien compte. Le chef d'accusation est, je cite, d'avoir provoqué des querelles et des troubles. La peine prononcée est de 9 ans ferme. Et ce n'est même pas quelque chose de surprenant pour nous, qui travaillons sur ces sujets depuis toutes ces années. Imaginez combien de Julian Assange chinois sont derrière les barreaux, en Chine, dans un silence assourdissant de l'Occident. Pour parler de ce qui se passe à l'intérieur de Chine, cela demande un réseau, des gens qui prennent des risques à l'intérieur du pays. Si ces informations n'étaient pas révélées par la dissidence, la majorité du peuple chinois ne serait même pas au courant des injustices liées au PCC depuis toutes ces années, sans parler des gens hors de Chine. Et comme vous en avez sûrement fait l'expérience, dans une société, il y a ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, ceux qui parlent, ceux qui ne disent rien et ceux qui défendent le système tant qu'ils n'ont pas de problème eux-mêmes ou que leur idéologie ou leurs intérêts les poussent à garder le silence. Pour en revenir à Hao Jinsong, l'acte d'accusation citait les messages et les commentaires de Hao sur les réseaux sociaux, affirmant que certains d'entre eux avaient, je cite, « semé la confusion au sein du public ». Affaire à suivre, c'est tout pour moi, merci Rémi, très belle journée à tous. Merci Vladia. La mission d'un enseignant est de vous amener à être cette meilleure version de vous-même, pas de se faire assassiner. C'est ce qu'a écrit une professeure d'anglais de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans une lettre ouverte. Sa lettre a été saluée par l'ensemble de l'équipe éducative ainsi que par la direction de son établissement. Elle a été lue à ses élèves, puis envoyée aux parents de tous les élèves de l'établissement secondaire, tout en gardant l'anonymat de son auteur. En réponse, certains parents ont écrit des messages pour remercier l'établissement, car cette lettre a permis d'engager le dialogue avec leurs enfants, notamment en permettant d'aborder la question de l'obscurantisme. Vous pouvez lire cette lettre en intégralité en suivant le lien qui s'affiche à l'écran ou directement en cliquant sur le lien épinglé sous la vidéo. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et à demain.